Tu as appris 15 premiers coups de l'ouverture et maintenant tu as une bonne position, mais tu ne sais pas quoi faire après? Ah, l'entraîneur te dira peut-être qu'il faut améliorer les pièces. Mais c'est quoi améliorer les pièces? Likez cette vidéo, abonnez-vous et je vous explique. Donc déjà pour commencer, il faut trouver les pièces qu'on va améliorer. Parce que logiquement, si la pièce est déjà bien placée, on va pas essayer de l'améliorer, sauf cas exceptionnel. Mais donc, qu'est-ce qui est une mauvaise pièce ou pièce passive? Alors, il y a vraiment beaucoup de cas, une pièce est passive, mais le plus frappant, c'est comme un fou là, qui est bloqué par son propre pion. Donc, vraiment le premier truc à retenir, si une pièce est bloquée par le propre pion bloqué, c'est une mauvaise pièce. Bien évidemment, si on peut bouger comme ça, si on peut tricher, voilà, je j'ai triché un peu, le fou sera actif. Mais normalement, le pion, c'est une pièce qui est un peu plus difficile à bouger que les autres parce qu'il y a qu'une possibilité. Enfin, on peut s'y prendre, mais ça, faut que l'adversaire soit prêt à ça. Donc un pion bloqué comme ça, avec un cavalier ou avec un autre pion, rend les pièces passives. Donc pour les améliorer, par exemple, on peut les sortir comme ça pour qu'ils aient plus de cases pour bouger. Par exemple, la tour ici, voilà. Il faut juste noter que ça s'applique surtout aux pions, parce que c'est vraiment les pions qui peuvent être bloqués très facilement, alors que le cavalier, au moins qu'il ne soit pas cloué, donc il n'y ait pas une tour, et que si le cavalier bouge, on perd une pièce, le cavalier, on pourra le bouger très facilement. Et comme ça, il y a toutes les pièces qui seront actives et qui pourront bouger sur les grandes diagonales et les grandes verticales sans aucun souci. Les pièces peuvent également être bloquées par les pions de l'adversaire, surtout les pions et pas les pièces, car si on met une pièce sous prise et une pièce qui défend, ça sera un échange égal. Mais ici, on ne peut pas bouger avec le cavalier vers le centre, vers l'attaque, parce que voilà, le cavalier sera mangé. Donc ce cavalier a priori est mauvais, mais on peut l'améliorer, on peut le mettre par exemple comme ça, avec plusieurs coups. Et après, il va attaquer les pièces ou les pions. Oui, et bien évidemment, si le cavalier peut être bloqué ou une autre pièce peut être bloquée par nos pions et par les pions à l'adversaire aussi, ça peut être par les deux. Donc, par exemple, ici, on peut pas aller vers le centre. Du coup, soit on recule comme ça, soit pour activer le cavalier, soit on peut bouger le pion. Mais encore une fois, bouger le pion, ça peut être pas toujours possible. Et donc, dans une position comme ça, par exemple, on ne peut pas bouger le pion parce qu'il y a un pion qui bloque le pion à l'adversaire. Et du coup, dans cette position, on pourrait même envisager un manœuvre comme ça. Et je vous expliquerai un peu plus tard, dans le chapitre cavalier, pourquoi on met le cavalier ici. Et ici, il est très très fort. Donc, on peut même, des fois, avec le cavalier, tellement qu'il est bloqué par les pions adverses et nos pions, en même temps, qu'on peut faire, pas faire 3 coups d'affilée, mais on attend que l'adversaire bouge, et bien évidemment. Des fois, on peut dépenser plusieurs coups pour le mettre bien. Donc voilà encore quelques exemples par les pièces bloquées par les pions. J'ai mis deux en même temps parce que ça commencera à faire long sinon. Anneau, il y a le cavalier qui peut pas y aller parce que il est bloqué par ses propres pions. Et des fois, il les défend même. Du coup, il peut même pas bouger, ce qui le rend encore plus passif. Et sur le deuxième image, un truc que je vois tout le temps chez le débutant. Il y a toutes les pièces qui attaquent en pion. Donc, a priori, si ça attaque en pion de l'adversaire, c'est bien. Mais ce pion est défendu par l'autre pion. Du coup, l'attaque est complètement inutile. Et il faudrait penser à le contourner à côté ou attaquer ses pions avec nos pions. On va voir les exemples de ça. Donc, vous avez maintenant les bases, les généralités pour toutes les pièces qui fonctionnent bien pour toutes les pièces, peut-être sauf le roi. C'est un peu particulier, on va voir vraiment dans la fin. Mais maintenant, on va procéder à chaque pièce pour les comprendre mieux. Et on va commencer par le cavalier. Donc ici, cet exemple d'une très fameuse partie en rapide, en départage de championnat du monde 2016, où le criminel de guerre, Sergei Karakin, joue contre Magnus Carlsen, le GOAT. Et du coup, il y a Karakin qui commence par E4. Pour l'instant, la partie commence bien logiquement. Si vous avez vu le vidéo sur le CDR, il y a tout le monde qui prend le centre, qui se développe, qui fait rock. B5, c'est pas vraiment une prise de centre, mais c'est juste pour éviter de perdre le pion E5. D6, voilà, très logique, ça renforce le centre. A3, pour ne pas laisser échanger le cavalier contre le fou. Normalement, le fou est un peu mieux que le cavalier, du coup, il évite. Et voilà, Magnus, qui, on peut penser faire une bêtise.
Parce que, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, le cavalier au bord est un cavalier mort. On veut prendre le centre justement pour y mettre les pièces. Mais ici, et donc le mettre au bord où il n'y a pas beaucoup de cases, c'est mauvais. Mais ici, il faut comprendre que le cavalier, c'est une pièce qui saute beaucoup. Donc, on peut mettre 2 ou 3 coups pour la mettre bien. Et ici, Magnus, qui prépare la case B4, on va le voir, pour son cavalier, qui provoque B4. Et après, il va venir ici. Donc là, son cavalier à 5, il avait bien un but. Donc là, c'est normal. Mais on va voir que où vont les cavaliers? Ils vont sur les cases fortes. Donc les cases défendues par les pions et de préférence vers le côté adverse. Donc, si votre cavalier est défendu par le pion sur le terrain adverse, donc sur la moitié adverse, pour les blancs, par exemple, et que l'autre pion ne peut pas l'attaquer, pour l'instant il peut pas, euh, normalement vous avez gagné dans la vie. Et ce cavalier-là, si vous êtes les noirs, vous faites tout possible pour le virer. Du coup, d'abord il fait cavalier des 4 lui-même, et après il le prend. Parce que ce cavalier, il est vraiment un peu chiant. Il limite les possibilités des noirs avec sa présence. Et donc ici, les blancs qui prennent, et encore une fois, maintenant les blancs ont une case défendue par le pion, ce qui est généralement bien. Et là, Magnus, vous voyez déjà ce qu'il fait. Il rend cette case un peu moins forte, parce que maintenant, si jamais Karakin y va, Magnus va l'attaquer, tout simplement. Et c'est ce qui se passe dans la partie. Enfin, une petite différence comme ça qui peut tout changer. Ici, il fait F4, il redonne la case, mais en fait, Karakin ne peut pas en profiter parce qu'il y aura F3 avec l'attaque monstrueuse. Donc lui, il fait C3, le cavalier qui recule, et maintenant, il peut prendre cette case. Mais rien n'est fini pour lui, car on va voir ce que Magnus va faire. Il continue l'attaque, donc il force déjà l'adversaire à prendre les décisions un peu. Voilà, ce cavalier qui est bien défendu et que notre pion ne peut pas l'attaquer, on va l'échanger éventuellement, parce que c'est un cavalier fort qui est sur une case forte, donc on va éviter. Ici, il donne un pion même pour ouvrir un peu les cases pour sa tour. Et ici, le cavalier s'installe sur E3. Alors, avant, on a dit que si le cavalier est sur la moitié adverse, c'est déjà très très bien, parce qu'il contrôle beaucoup de cases. Mais ici, le cavalier sur la troisième, c'est encore plus mortel, parce qu'il paralyse complètement les blancs. Alors, si les blancs pouvaient, je pense qu'il aurait fait avec plaisir fou D2, cavalier fou E3 pour échanger ce cavalier. Mais on va voir qu'il ne pourra pas le faire. Donc, tour C1, tour prend 1, il échange. Après, la dame qui recule pour attaquer le pion. Ça, c'est un peu en manœuvre, voilà, mais il n'y a rien d'exceptionnel pour un grand maître de jouer comme ça. Et ici, ce que fait Magnus, c'est génial, car dans cette position, ok, il prend du fou, ce qui en soi est logique, mais là, il comprend que s'il fait fou ici, et il échange le fou contre le pion, la finale devrait être égale. Parce que c'est vraiment le cavalier, la pièce la plus forte. Elle est sur une case forte, donc défendue par un pion, sur la moitié adverse. C'est le cavalier très très fort, très monstrueux. Donc, ce que fait Magnus, c'est qu'il donne un pion. Il sacrifie un pion pour garder ce cavalier, pour échanger la seule pièce qui pourrait le prendre. Et ça, c'est de la classe. Et on va voir que ce cavalier, il bloque tellement tout, il bloque toute la défense de roi, c'est plus possible. Le fou, qui, comme on a vu dans les exemples précédents, est bloqué par ses propres pions. Du coup, c'est un fou très très passif. C'est un mauvais fou. On va voir ce terrain un peu plus tard. Dame B2, l'attaque complète. Tour A2, tour C7, tour A1. On va gagner du coup une pièce et Karakin abandonne. Et pour illustrer le mauvais cavalier, on va voir une partie de Ponomarev Ruslan, l'ex-champion du monde en version knockout, contre Krishnan Sessikren. Ah, donc c'était en 2004, ils étaient encore les deux jeunes, les deux très très forts. Et ici, on va voir qu'il y a une variante qui s'appelle la variante Chigorin qui se joue. Et l'idée de cette variante, c'est que maintenant les blancs menacent de jouer des 4. Ils le font pas tout de suite parce qu'ils sont du fou G4, c'est un peu chiant. Donc ils font H3 d'abord pour protéger cette case.
Les noirs, alors, répondent avec cavalier à 5, et l'idée, c'est d'empêcher les 4. Mais les blancs le font quand même, et ici, les blancs font descendre. Et on voit que toute cette idée de faire passer le pion, c'est bien marrant, mais ce cavalier va au bord, et on va voir que les blancs vont le bloquer avec ce coup B3. Et le cavalier, il n'a pas trop de cases, parce que même s'il va là, c'est ce qui va se passer un peu après dans la partie, il sera quand même bloqué par ses propres pions. Donc vraiment l'exemple très typique. Il y a nos pions qui le bloquent, et à ces pions qui le bloquent, le cavalier est nul. Vraiment, c'est une des pires pièces possibles. Et donc les blancs, qui vont améliorer leur cavalier, c'est un manœuvre très très typique pour le mettre sous la case forte. Ici, elle est un peu moins forte, parce qu'il y a G6 qui empêche, mais mettre un cavalier bien. Et ici, les noirs, encore, qui mettent le cavalier au bord. Ok, c'est pour aller là, mais personne ne va lui permettre. C'est juste faux e3. Et puis, le cavalier, qui sera délogé de là, un peu plus tard. Voilà. Le cavalier sur G7. Et ici, pour que vous reteniez, c'est vraiment les pires cases sur lesquelles peut aller le cavalier, parce que il est bloqué. Il y a vraiment zéro coup possible. Enfin, il y a les coups possibles légales, mais ça l'améliore pas. Partout, il est soit pris, soit c'est illégal. Il y a juste cavalier D8. Mais cavalier D8, s'il faut mettre le cavalier sur D8, c'est très triste. Et ces cavaliers sont mauvais. Donc les blancs qui continuent à améliorer leur pièce peu à peu. Cavalier G3, voilà, il le met potentiellement, si jamais le pion G6 n'est plus là, il pourra le mettre ici. Et ici, ok, il fallait trouver. Donc les blancs sont gagnants parce que les noirs ont fait beaucoup de bêtises. Ils ont mis le cavalier là, qui est bloqué. Le fou est bloqué par son pion. Le fou est bloqué par un pion et qui attaque un autre pion qui est défendu par l'autre pion. Du coup, il peut pas le prendre. C'est vraiment toutes les pièces noires sont passives, sauf les tours. Et ici, dans les parties, il laisse les tours noirs s'infiltrer sur la deuxième, ce qui rend la position déjà mieux pour les noirs. Alors ça s'appelle en ukrainien la rangée de gourmands, parce que la tour, elle peut vraiment se régaler en mangeant les pions ici. Et ici, la tour est très très forte. On va voir ça après quand je vais parler des tours. Par contre, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait trouver le coup extraordinaire à 4, avec l'idée que sur pion prend, on va faire du tour EB1. Alors, vous allez vous demander pourquoi on a fait tout ça, c'est vraiment de la merde. Mais je vous réponds qu'on a donné un pion. En revanche, maintenant, notre fou et notre tour attaquent la pièce adverse. Notre pion bloque le cavalier. Et puis, le cavalier peut pas bouger. Et les tours sont passives. Là, on a vu dans l'exemple précédent que les tours ont pu s'activer. Ils sont rentrés sur A2. Ils ont pu attaquer bien les pièces blanches. Et après, je vais voir ce qui s'est passé. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. En revanche, ici, pour un pion, des fois on peut sacrifier même un pion. Le cavalier est bloqué par nos pions. Et les tours, donc les seules pièces qui auraient pu devenir actives, sont bloquées par le pion. Donc des fois, on peut même sacrifier un pion pour l'activité. Attention. Mais ça n'a pas été joué. Il avait peur de sacrifier un pion. Pauvre Ruslan. Et après, on va voir que le cavalier qui dégage pour pouvoir faire venir la dame, encore dans l'attaque. F4, ok, ici il a mis le cavalier au bord, mais c'est juste pour laisser passer le pion. Il peut revenir après, c'est le plus important. Coup prend, cavalier F3, mais ici, ce fameux cavalier qui était mauvais, parce que les blancs ont pas trop bien joué, il peut revenir. C'est le plus important à retenir sur le cavalier. S'il peut faire 4 ou 5 coups, ça c'est un peu trop. Mais dans une position fermée, là où tous les pions sont bloqués, le cavalier est pas si mal. Alors, celui-là, il n'a pas de perspective, il est mauvais. Celui-là, il a pu se recycler, donc il a pu finalement trouver cette case défendue par le pion où le pion adverse ne peut pas l'attaquer. Euh, il est très bien. Et on va voir qu'il y a déjà cavalier D3 qui menace. Parce que on peut pas prendre du fou, parce que la tour va prendre deux dames. Et donc c'est pour ça que les blancs sont obligés à le prendre. Et ici, les noirs sont déjà même peut-être un peu mieux, parce que le cavalier ici va attaquer le pion. Il est pas si mal. Et après,
les adversaires se sont dit que ils voyaient pas trop comment attaquer. Du coup, la partie a été nulle à la fin. Les blancs proposent nul, les noirs ont accepté. Voilà. Tant qu'avec le cavalier, c'est plutôt l'emplacement qui est important, qui est primordial, pour savoir où le mettre, qu'il aime bien être défendu par le pion, donc sur une case forte, que l'adversaire puisse pas le chasser. C'est vraiment ce qu'ils aiment bien. Être plus près vers l'adversaire et être un peu vers le centre et pas à côté. Pour le fou, c'est surtout les pions qui sont importants. C'est un peu différent. Donc là, voilà, dans la partie de l'Arcet Ben contre Robert James Fisher. Ici, on peut voir que tous les pions, quasiment, sont placés sous les noirs. Et encore, il va peut-être bouger F4 pour avancer éventuellement le pion et attaquer l'adversaire. Mais par contre, ces pions noirs sont bloqués sur le noir. Il fou, il pourra aller où? Bah, il pourra aller nulle part. Il sera bloqué par ses propres pièces. Du coup, ici, ce qu'il va faire, je vous laisse deviner le coup. Si vous avez déjà compris ce qu'on va faire, on va l'échanger. On va échanger ce mauvais fou parce que si on l'échange pas, il sera juste bloqué. Ce sera une très mauvaise pièce. Alors que ce cavalier, ou ce fou d'ailleurs de blanc, seront plutôt les bonnes pièces après, si jamais il il l'échange pas. Donc on échange notre mauvaise pièce contre une bonne pièce de l'adversaire, et c'est ce qui va apporter le gain à Fischer un peu après. Donc dans cette position aussi, peut-être vous avez déjà vu cette structure dans les vidéos pour les joueurs avancés dans l'Estandienne. Les noirs, ça se voit bien. On peut dessiner une flèche. La technique de la flèche, je vais vous la montrer un peu plus tard. Ils vont attaquer ici. Donc les blancs, théoriquement, voudraient faire F3 pour tout bloquer. Et après, comme on a déjà vu dans dans la vidéo sur l'Estandienne, si vous l'avez regardé, les blancs vont attaquer ici. Et le fou va leur aider, théoriquement. Mais par contre, il va pas aider tant que ça, parce que les pions des blancs sont bloqués sur les cases blanches. Donc le fou, encore une fois, si on fait F3, il sera bloqué. Donc qu'est-ce qu'on fait? On l'échange. Voilà. Et après, quand on l'échange, on va s'enfermer et on va encore une fois échanger le mauvais fou. Donc le fou dont les pions sont bloqués sur le même couleur. Ça, c'est un mauvais fou, par exemple. Ça, c'est un bon fou. Et ça, c'est un bon fou aussi. Donc, si jamais il bouge, on va échanger notre mauvais fou contre leur bon fou. On va enfermer comme ça. Et c'est les blancs qui auront l'avantage. D'ailleurs, un peu avant, je vous ai menti. Parce qu'il y a quand même un emplacement très spécifique où le fou est bien. Parce que j'ai dit que les cavaliers sont bien plutôt vers le centre. Et le fou, c'est plutôt les pions qui décident. Alors, c'est ça. Mais aussi, la grande diagonale, c'est littéralement créé pour le fou. Par exemple, ici, dans la défense catalane, j'ai pris une partie un peu au hasard. Le fou est très très fort. Et ici, si jamais le cavalier bouge, bah, le fou il sera monstrueux. Il va limiter largement les pièces noires. Et du coup, c'est pour ça, enfin, ici, A4 est joué pour empêcher B5. Parce que si jamais il y avait prise, il y a B5, Dame C2. Et le fou, il est si fort que l'adversaire est obligé de mettre un fou contre ce fou pour le bloquer un peu. Donc les blancs jouent 4. Et ici, ce fou est tellement fort que les noirs cherchent quand même un moyen pour se protéger de ça avec fou D7. Et puis, fou C6. Et comme ça, ce cavalier peut pas bouger. Et ce fou, si jamais il y a un échange, il n'est plus monstrueux parce qu'il n'est pas sur l'échiquier. Voilà. Et si le cavalier bouge pas, ce fou n'est pas actif. Donc faut se méfier très très bien sur le fou G2. Parce qu'il y a même une vertu qui consiste à sacrifier un pion pour rendre ce fou fort. La grande diagonale aussi, si vous hésitez où mettre le fou et que cette diagonale est complètement ouverte, mettez le fou là avec un fianchetto. Ça s'appelle un fianchetto, un petit maison comme ça. Mais par contre, les changez pas. Parce que si vous les changez, votre roi est en danger. Donc, attention, avant qu'on passe au tour, le dernier test. Un petit test, hein. Qu'est-ce que vous ferez avec les blancs? Si vous avez dit que vous prenez un fou, malheureusement vous avez faux. C'est ce que je fais dans la partie parce que je faisais un mauvais tournoi. Mais c'est une erreur vraiment de débutant que j'aurais pas dû faire.
Parce que ce fou-là, c'est un mauvais fou. Il est bloqué par les pions. Donc, on aurait dû reculer et ne pas échanger notre bon fou contre son mauvais fou. Et après que je l'ai fait, la position est tournée défavorablement pour moi parce que j'ai eu le pion bloqué sur la case blanche et son fou est sur les cases blanches. Donc il y aura une attaque sur mon pion très très facilement et je suis déjà moins bien. Et après, il va réaliser peu à peu son avantage. Voilà. Le fait que le fou soit pas là, c'est pas grave parce que il se défend très bien. Et au bout d'un moment, je gaffe juste tout. Je gaffe juste tout et après, voilà. Il améliore ses pièces peu à peu, il gagne une qualité, et après c'est mort. Encore une partie de ce tournoi terrible où je me suis trompé, juste pour montrer que même si je suis maître fit, je peux me tromper également. Une partie contre mon ami, également ukrainien, mais qui représente la Slovénie, Maxime Goroshkov. Donc la défense ouest-andienne. Et je la joue pas trop bien, en vrai. Je me transpose dans une structure un peu comme la Benoni pour ceux qui connaissent. Et ici, il y a le fou déjà qui bouge parce que, comme on a vu, ce fou-là est bloqué par les pions. Alors, ce fou-là, théoriquement, il aurait dû être mauvais parce il a les pions sur le même couleur. Mais ici, il est sorti de cet ensemble de pions. Donc, il peut attaquer quand même, même si les pions sont sur son couleur, parce qu'il le bloque pas. Il est déjà sorti de ce barrière. Et ce fou-là est bloqué par les pions adverses. Donc, je commence déjà à le bouger. Après, je le rebouge plusieurs fois. Il n'a vraiment pas d'endroit où aller. Donc après, cavalier à 6, cavalier au bord. C'est terrible. Et on va voir que les blancs vont vraiment profiter de ce fait que les noirs en ont fait n'importe quoi. Ils vont rentrer dedans. Alors, pourquoi ils vont rentrer dedans? Parce que de cette façon, il y a une tour qui soutient le pion passé. Ce que les tours aiment bien faire. Si un pion passé, donc un pion qui va pas rencontrer d'autres pions avant qu'il soit aux dames, le tour le soutient. Et l'autre tour, il profite d'une colonne ouverte pour rentrer dedans. Une colonne ouverte, c'est une colonne où tu n'as pas de tes pions et de pions d'adversaire. Il existe également une colonne semi-ouverte où il n'y a pas de tes pions, mais il y a les pions d'adversaire. Donc là, il y a une colonne semi-ouverte qui est déjà bien, mais il l'ouvre complètement. Et pour profiter de ça, il fait ce qui s'appelle les cases d'invasion. Il envahit cette case. Et ici, la tour, sur la septième rangée, c'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez avoir. Si vous en avez deux, normalement, vous avez gagné. Donc tour F7, j'essaie de la virer, mais il aide pour rebondir là-dessus. Et D7, tactique. Et si vous avez une tour forte comme ça, une tactique va arriver. Par exemple, tour A7. Parce que si je prends, il met la dame, et c'est ciao. Il a deux dames. Deux dames, c'est quand même un peu beaucoup. Du coup, j'essaie de faire tour D8, mais il prend une pièce. Et après, peu à peu, il me force à échanger les dames. Il a une pièce de plus. Il a gagné. Et tout grâce à cette petite tour qui s'est lancée vers la septième rangée sur une colonne ouverte. Encore une fois, vous placez la tour sur la colonne ouverte où il n'y a pas de pion. Comme ça, elle peut rentrer vers l'adversaire sur la septième rangée, ou bien les sixièmes s'il n'y a pas de pion sur la septième, ou deuxième si vous êtes avec les noirs. Donc de l'autre côté, comme ça, si avec les blancs, et comme ça avec les noirs. Et vous faites tous les pions. Et normalement, vous avez gagné. Et avant de passer au roi, qui, comme j'ai dit au début, est très très spécifique, on va passer par la dame, parce qu'elle suit les généralités qu'on a vues un peu avant. Donc, par exemple, dans cette position, on a le mauvais fou qui défend les pions qui ne peuvent pas vraiment les défendre. Et on a une dame chacun. Et ce qu'il faut savoir avec la dame, c'est qu'elle peut être bloquée par les pions adverses ou par les propres pions, comme on a déjà vu. Mais aussi, elle peut être très destructrice dans l'attaque. Donc, normalement, le côté qui a un mauvais roi a intérêt d'échanger les dames pour ne pas se prendre un mat. Si on te mate, échange les dames. Mais ici, la dame, le fou sont passifs parce qu'il protège les pions. On a un mauvais fou. Le fou, les pions de la même couleur sont bloqués. S'il était ici, ça serait mieux. Pourquoi? Parce qu'il serait déjà passé les confins de ses pions. Il aurait pu avoir plus de cases. Mais par contre,
Pour activer la dame, il donne ce petit pion. C'est pas du tout grave pour lui. Il rentre avec la dame. Et l'adversaire, même s'il prend un pion, en fait, c'est pas du tout grave. Parce qu'avec la dame qui est active, elle peut créer les menaces. Elle peut créer les menaces d'échec perpétuel. Donc déjà, s'il va là, il y aurait par exemple du dame E2, comme ça pour menacer le pion, menacer l'échec. Du coup, l'adversaire qui est obligé de redonner le pion. Et au fait, le souci, c'est qu'il peut pas du tout améliorer la position. Parce que si jamais il bouge de dame, enfin là, on peut prendre juste. Mais si jamais il bouge de dame, par exemple, comme ça, eh ben, échec. Échec perpétuel. Le roi blanc peut pas s'échapper. C'est la partie nulle. Donc, l'activité de dame est très très importante en finale comme ça pour pouvoir, si vous avez un pion de moins, donner un échec perpétuel et faire une partie nulle alors que vous êtes moins bien. Alors, pour l'activité de roi, je vais vous montrer ma partie contre Adrien Bailleul, classé 2050 Elo. Mais bon, ça c'est pas le plus important parce qu'elle est très bien jouée au début. Et moi, qui étais classé 200 points de plus, mais c'était pas du tout important parce que j'ai très mal joué aussi, ça peut. Et dans cette position, j'active mon roi avec roi F7. Mais au fait, c'est une petite blague, je suis obligé de le faire parce que sinon je perds un pion. Mais ça, c'est pas l'activité de roi qu'il nous faut. Ça, c'est mauvais. Quand il y a beaucoup de pièces, on a intérêt à mettre le roi en sécurité, plus loin. Là, vous allez voir, je vais payer pour ça. Mon roi, il sera faible, il a juste un pion de plus. Et après, il active la tour, comme on a vu, si la dame bouge, il y aura tour D7. Voilà, donc j'essaie d'échanger les dames. Et ici, c'est juste moins bien, parce que j'ai prévu ça avec l'idée que ici, je la tour. Mais ça marche pas parce qu'il y a C3, éventuellement, à un moment ou à l'autre. Donc je comprends que je suis juste moins bien. Je donne un pion. Et ici, on retranspose dans une finale de tour, on va le voir, où j'ai presque deux pions de moins. Voilà. Là, j'ai deux pions. Bon, attendez, un pion de moins, parce que il vient de manger mon pion. Et je voulais dire, il a deux pions de plus ici, et ici, j'ai qu'un pion de plus. Mais en revanche, c'est la finale. On a échangé beaucoup de pièces. Donc maintenant, c'est là que le roi pourra sortir éventuellement pour aider à ses pièces. Fur et à mesure que la partie progresse, le roi peut s'activer de plus en plus. Et ici, il va jouer un rôle décisif pour attaquer. Donc, par exemple, le roi adverse, il participe pas encore dans cette marée de pions, alors que le mien, il le fait. Et dans cette position, il y a le roi, par exemple, mais on ne prend même pas le pion pour activer le roi. Alors, pourquoi je le mets ici? Parce que c'est ces deux pions qui seront passés. C'est pas celui-là. Et après, ce que j'ai fait, je sacrifie encore un pion. Tout ça parce que s'il prend, il y aura le roi actif qui va soutenir les pions et qui ira après vers la dame. C'est comme ça, on peut compter. J'ai trois pions de plus maintenant. Mais la qualité de ces pions, il y a les pions passés défendus par le roi et il y a ces pions qui font un peu rien. Du coup, il a essayé de faire ça. Et le roi actif encore sur G1 qui va manger le pion sur H2 bientôt ou sur G2. Donc du coup, il est obligé de prendre. C'est F3 et l'adversaire qui abandonne parce que le roi, il a décidé la partie. Donc, pour conclure, si vous avez aimé cette vidéo, likez-le, abonnez-vous et surtout, appliquez les conseils de vidéo pour progresser aux échecs. Notamment, mettez les cavaliers sur les cases fortes défendues par les pions où les pions adverses ne peuvent pas l'attaquer. Échangez les fous s'il y a trop de pions sur le même couleur que ce fou. C'est un mauvais fou. Puis, la tour, mettez-la sur la colonne ouverte où il n'y a pas de pion pour la mettre après vers la moitié adverse, sur la septième ou sixième rangée avec les blancs. La dame, utilisez-la pour attaquer. Et le roi, ne le sortez pas. Faites le roc pour le mettre en sécurité. Mais surtout, activez-le dans la finale quand il fera plus maté.